Alors, merci beaucoup Anastasia, merci pour votre présence. Donc, on va essayer effectivement de conclure ce cheminement autour des réflexions que nous menons dans sur l'Anthropocène et qui a euh, sûrement probablement une utilité pour, en gros, essayer de donner un sens, questionner toutes les initiatives qui partent du terrain, hein, dans des formes d'assemblage, comme vous êtes en train de monter et de voir dans quelle mesure cette petite échelle de prospection d'intelligence collective permet aussi de rendre compte d'une plus grande échelle. C'est-à-dire, je crois que en fait, l'Anthropocène n'est ni là pour intimider en fait l'ensemble des réflexions qui sont menées sur des terrains, mais bien au contraire en capacité d'être re-questionnées. En fait, une forme de dialogique de dialogue qui doit être, voilà, qui doit être menée. Alors, on avait tenté, j'ai tenté donc de faire une définition de l'Anthropocène, de montrer dans quel champ en fait disciplinaire il est né, qui étaient en quelque sorte les défenseurs à l'initiative de ce mot-là et comment il a été, à juste titre, hein, critiqué par les sciences sociales et les sciences humaines. Euh, et du coup, voir toutes les problématiques qui étaient liées à cette notion très ensembliste, très large, qui manquait quand même de nuances et dont ce qu'on a cherché en fait à remettre un peu en place pour ensuite le faire continuer à faire travailler cette notion. Et puis aussi, je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir faire retomber en gros ce grand récit pour que chacun, à la manière d'un atelier populaire de discussion, que chacun puisse à sa façon euh, participer en fait, à ce débat du point de vue d'une expertise qu'on peut attraper à l'échelle de ce qu'on fait quotidiennement, de ce qu'on met en jeu. Et donc hier, il a été question de l'histoire environnementale, c'est-à-dire que ceux qui sont a priori quand même les grands, ceux qui ont allumé la mèche en fait, un peu de pyrotechnie en quelque sorte, qui ont allumé la mèche pour en arriver là, ils ont en même temps aussi, bien évidemment, un levier important, ça a été aussi la critique, qui a eu probablement moins d'impact parce que quand même on arrive un peu dans une situation urgente, mais l'histoire environnementale a réhabilité en fait la visibilité des modes de contestation, mais aussi a redonné une place à l'histoire des sans-voix, en fait, hein, c'est-à-dire des non-humains, des plantes, des animaux, dans le grand ensemble un peu positiviste qui avait été construit par les humains sur l'histoire humaine. Et puis donc là, voilà, on va s'attaquer au capitalisme, qui est un peu le moteur en fait de tout ça. Alors je ne suis pas économiste, je suis donc, donc anthropologue, ethnographe, et donc c'est avec ce statut, c'est-à-dire celui d'essayer de relier en fait un certain nombre d'observations, à la fois du terrain et à la fois de mes lectures, pour vous donner en fait quelques clés de lecture sur ça. Alors, j'ai intitulé cette séance à bout de souffle, le capitalisme, une économie de l'épuisement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'épuisement, il est plutôt du côté humain, hein, du côté spirituel, du côté intellectuel, du côté social, et pas trop du côté du capitalisme. Le capitalisme, il ne s'épuise pas, il va tenter diaboliquement et machiavéliquement, en quelque sorte, son destin funeste dans des formes de transformation vers, mais sans que d'ailleurs on y prête vraiment une caution immense, mais l'épuisement, il est bien humain, il est bien sur l'ensemble du vivant. Walter Benjamin, un des chantres de l'école de Francfort en Allemagne, disait il faut couper la mèche qui brûle avant que l'étincelle n'éteigne la dynamite. Walter Benjamin est philosophe, il est historien de l'art et critique littéraire, il était. Dans un fragment célèbre, on lui doit, qui s'intitulait Avertisseur d'incendie, et il insistait sur
la nécessité d'en finir avec le capitalisme avant qu'il ne s'autodétruise et emporte tout avec lui. En réalité, c'est simple, nous dit en fait Frédéric Lordon. Nous savons maintenant indubitablement que la manière dont nous avons vécu, c'est-à-dire la manière capitaliste, nous dit-il, mène au désastre général et par conséquent, nous devons changer entièrement. Le capitalisme détruit les existences, il les détruit même deux fois, d'abord d'angoisse et de précarité, en remettant la survie matérielle des individus aux mains de deux maîtres fous, dit-il, le marché et l'emploi, le vocabulaire important sur le capitalisme, on reviendra un petit peu tout à l'heure. Ensuite, nous dit-il, en rendant la planète inhabitable, surchauffée, asphyxiante et désormais pandémique. Fin de citation. Donc, finalement, j'ai envie d'ouvrir en fait ces critiques du capitalisme avec ce constat, c'est-à-dire que nous sommes dans un monde abîmé, peut-être même un euphémisme que de dire ça, qu'il nous revient manifestement d'habiter, et un monde abîmé de toutes sortes de façons, que l'on va tenter, malgré tout, de réparer et d'identifier ce qui, dans l'adversité, tente quand même, in fine, de résister, et une manière de repenser le monde, de le réparer, réparer nos liens sociaux notamment, très distendus, mais c'est une condition nécessaire pour refaire société du tout monde, refaire des assemblages à taille humaine. Alors, je propose donc de partir sur les anomalies du capitalisme et donner quelques éléments de compréhension sur sa structuration historique, puis de parler des composants, d'aller dans le cœur un peu de la machine très rapidement, et de ses valeurs, et nous finirons par un acte important, c'est celui des actions alternatives, altermondialistes, qui permettent de trouver d'autres formes de vie, d'autres imaginaires, dont les enjeux seront un peu doubles, c'est-à-dire à la fois celui peut-être de s'en écarter, et à la fois de celui de s'y opposer également au capitalisme. C'est ces deux mouvements qui sont nécessaires. Alors l'Anthropocène, pour le dire très rapidement, vous l'avez déjà entendu dans les deux séances, c'est cette ère géologique déclenchée par l'homme, l'anthropos, plus précisément par une activité humaine exercée sur la Terre, sur l'ensemble qui s'est réparti dans l'histoire, dans l'ensemble, dans les moindres recoins de la planète, et qui est liée à une forme qu'on appelle extractiviste, c'est-à-dire le fait de puiser abondamment et sans aucune limite les ressources fossiles du sol, entre autres, ce qui affecte depuis déjà au moins 2 siècles, c'est-à-dire au moins depuis la révolution industrielle, l'équilibre biochimique de la Terre. Alors, les phénomènes récents qu'on a régulièrement, en fait, que ce soit des inondations ou des méga-feux, les phénomènes récents de ces monstres, en quelque sorte, ces méga-feux, sans précédent qui ont ravagé, vous vous en souvenez peut-être, il y a en 2019 une bonne partie de l'Australie, eh bien, ces phénomènes récents ne sont pas que des phénomènes climatiques exceptionnels que l'on pourrait regarder avec détachement vis-à-vis de nos activités, mais à ce moment-là, de nombreux articles ont fait explicitement référence à un système économique, et notamment, je pense, il y en a eu plein d'autres, articles à ce moment-là fort intéressants, mais je pense à celui des journalistes André Roblet et Mathieu Conchelet sur un blog de Mediapart le 8 janvier de 2020, intitulé « Australie, l'effondrement au bout du monde ». Je cite le début de l'article. Les journalistes nous disaient à ce moment-là « Le capitalisme est une prison de feu qui se referme doucement. Reste, nous dit-il, l'espoir d'un réveil social contre un système économique suicidaire qui prospère sur les incendies du monde. » Fin de citation. Donc, tout semble nous renvoyer
dans ces désastres écologiques, à une forme de vie, à une forme économique qui est aussi une forme qui oriente en quelque sorte et qui contamine l'ensemble de nos imaginaires, qui oriente nos formes de société, pèse sur aussi les orientations culturelles, historiques et géographiques, voire mentales, que l'on nomme le capitalisme. Alors, nous y voilà, en quelque sorte, vous donner peut-être quelques repères historiques sur la généalogie, en gros, de ce qu'on appelle le capitalisme, et qu'on pourrait d'ailleurs appeler les capitalismes, tellement il est compliqué d'en donner une lecture uniforme sans être trop caricaturale, mais si on revient sur les grands principes historiques de la structuration de ce mode d'échange à l'échelle au fur et à mesure du monde, eh bien, si on suit les propos du grand historien français Fernand Braudel, le capitalisme s'est d'abord structuré dans ce qu'on appelle un capitalisme commercial, que vous pouvez aussi rencontrer avec la notion de mercantilisme, et ces fameux tableaux que vous connaissez bien, et c'est cette histoire que vous avez probablement appréhendée à travers l'enseignement que vous avez dû avoir au lycée ou au collège. C'est ce 16e siècle, un tout petit peu même avant, qui ouvre l'Europe au reste du monde, hein, dans un seul sens en quelque sorte. Et donc, il y a là les structurations de grands marchands commerciaux, des comptoirs, des manufactures, très très bien relatées d'ailleurs dans une de nos conférences. On mettra un lien avec Anastasia aussi sur une très belle conférence de l'historien de l'économie Arnaud Aurin, qui nous avait fait une conférence très très intéressante sur l'histoire du capitalisme et la reformulation en quelque sorte de ce qu'il a appelé le néo-mercantilisme contemporain. Et suite au XIXe siècle, ce capitalisme marchand, hein, ce mercantilisme, il va se transformer en capitalisme industriel au XIXe siècle, à travers notamment de très grandes entreprises issues de l'extraction des énergies fossiles, mais pas simplement, et les formes plus contemporaines à travers cette diapositive qui est les grandes firmes de transport maritime de ces fameux containers qui sont vraiment le vocabulaire de cette forme, ce qu'on appelle néo-capitalisme, hein, de cette nouvelle forme marchande et massive des biens de consommation à travers la planète sur ces énormes bateaux supertankers qui transportent des milliers de containers au XXe siècle et qui voilà, se structure au XXIe siècle. Et donc, si on est arrivé là, en quelque sorte, sur une explosion des flux marchands, on en est arrivé là malgré, j'ai envie de dire, un coût humain, social et politique important, exorbitant. C'est finalement il semble que ce mode de vie innerve profondément tous nos imaginaires, probablement même le langage en premier, et complique la façon de s'en sortir. Alors, si l'une des caractéristiques, on pourrait majeure du capitalisme tel qu'il se présente à nous, c'est peut-être, et je voudrais insister sur ce point, il y en a plein d'autres, mais vous voyez bien qu'en l'espace d'une heure, il faut faire des choix, mais c'est peut-être probablement celui des durcissements, du creusement des inégalités dans le monde et l'accélération des concentrations de richesses. Vous avez devant vous une des pages du rapport Oxfam, une association qui régulièrement, tous les ans, rédige un rapport sur les inégalités dans le monde.
celui-là est de 2019, il est régulièrement mis à jour, mais malgré, c'est vrai, peut-être des difficultés statistiques fiables, parce qu'il faudrait voir exactement ce qui est mis en œuvre en termes de corrélation de chiffres, mais ça permet quand même d'avoir une lunette intéressante sur ces inégalités, de leur donner un ordre de grandeur. Hein. Voici ce que révélait ce rapport de 2019. D'abord, et ce n'est pas une surprise que les inégalités en 2019 n'ont jamais été aussi fortes, c'est encore plus vrai actuellement, que 1% des personnes les plus riches du monde en 2019 avaient capté 72% de la croissance du revenu entre 1980 et 2016. Donc, vous voyez bien une hyper concentration des richesses vis-à-vis de ceux qui en sont dessaisis, en quelque sorte, qui ne profitent pas de ça. Depuis 2008, la fameuse crise des subprimes et ces fameux emprunts toxiques, le nombre de milliardaires a été multiplié par 2. 26 personnes sur la planète possèdent à elles seules autant que la moitié la plus pauvre de l'humanité, soit à peu près 3,8 milliards de personnes. Ils étaient 44 l'année dernière, ce qui veut dire qu'il y a encore des phénomènes d'accélération des très grandes richesses et des concentrations en fait, de richesses qui créent des déséquilibres énormes sur la planète, et puis des systèmes peu glorieux, notamment d'évasion fiscale, qui atteint des records. Hein. En 2019, il était chiffré à 7 600 milliards de dollars. C'est des chiffres difficilement concevables. C'est énorme. C'est autant en fait de phénomènes de désengagement vis-à-vis en fait des circuits de redistribution et de solidarité, comme vous pouvez imaginer. Alors la liste est longue, mais vous voyez bien que en prenant ces chiffres-là, on a déjà en fait en quelque sorte pointé du doigt l'anomalie principale du capitalisme, qui en quelque sorte aussi contamine énormément la façon dont on va pouvoir construire une société tenable. Alors, si on entre un peu dans la boîte à outils du capitalisme que j'aimerais faire maintenant, c'est en vous parlant un peu des composants, de quoi il est fait, en quelque sorte, et de ses valeurs. Depuis le 19e siècle, c'est-à-dire la révolution industrielle, et plus encore ce qu'on appelle la grande accélération, hein, j'en avais parlé à la première conférence, c'est-à-dire l'après-Seconde Guerre mondiale, eh bien, il y a un événement important, c'est celui que vous avez là, c'est les accords de Bretton Woods, où là, l'ordre, effectivement, l'ordre, comme c'est noté dans le papier, là, l'ordre des nations devient celui des marchés. C'est là où, en gros, on se répartit, la grande puissance américaine se répartit la planète comme un gâteau, hein, en fait, où on va s'assurer d'avoir une prédomination par la puissance du marché, préempter en gros le monde vis-à-vis des intérêts des grandes puissances qui ressortent vainqueurs de cette Seconde Guerre mondiale, avec les Américains en tête. Donc, c'est la conférence de Bretton Woods en 1944, qui est la reconstruction de l'ordre économique international autour des États-Unis, hein, ce qui est véritablement, je crois, un point de bascule pour la planète, avec notamment l'aube du nucléaire. Hein, on est pile poil aux premiers essais du nucléaire, ce qui fait que de nombreuses personnes sont assez d'accord pour dire quelque part qu'on pourrait débuter en fait l'Anthropocène à partir de cette période des premiers essais nucléaires, mais c'est aussi l'avènement d'un pétrole énormément soutiré du sol à des prix défiant toute concurrence, hein, qui inonde l'ensemble des marchés mondiaux, et l'avènement de très gros consortiums qui sont liés en fait
et très hégémoniques, bien évidemment, qui sont liées à ça, et l'invention du plastique et de tout ce que ça va orienter en termes de mode de consommation. Donc le capitalisme, à partir de ce moment-là, sous la houlette donc du marché, eh bien, semble s'être imposé dans de très nombreux pays dans le monde, avec des variantes, bien évidemment. Alors, les composants du capitalisme, vous les connaissez sûrement, mais je voulais revenir un peu sur cette grammaire pour en dire un peu quelque chose. D'abord, ce capitalisme repose sur la propriété privée des moyens de production, hein, et c'est notamment un de ces points-là qui est d'ailleurs discuté lorsqu'on tente de réfléchir à des alternatives au capitalisme. Dans une entreprise privée, effectivement, la propriété et la décision ne sont pas partagées par tous, tandis que, par exemple, si on prenait la forme d'une coopérative, eh bien, dans ce cas-là, la propriété et la décision sont collectives, du moins pour les grandes lignes, durant par exemple, les assemblées générales. Donc voilà, on peut imaginer d'aménager, en fait, d'agencer en fait la structuration de l'entreprise différemment. C'est aussi la division du marché, c'est aussi cette idée qu'un marché est là et régule. Non seulement il est là, mais il est en quelque sorte inévitable. Ça, c'est pour les économistes les plus orthodoxes, en quelque sorte. Mais c'est vrai que le marché, comme on l'a toujours en quelque sorte entendu et même probablement à nos dépens, on en fait parfois usage, c'est la formule sacrée de l'économie orthodoxe qui en fait un espace quasi automatique, autorégulé, et dont, je cite un économiste, dont la logique critique, dont la logique du marché transcenderait en quelque sorte la volonté humaine et s'imposerait en dehors de toute régulation sociale. Ça poserait un peu à nous, indépendamment de nos propres réflexions et de nos agissements. Il viendrait piloter, là, une espèce de pilote automatique sur cette manière de conduire un peu nos existences. Alors, on voit bien, mais je ne vais pas le faire ici, et il faudrait s'entourer d'armes intellectuelles saillantes avec des économistes plus hétérodoxes, justement, sur cette question, mais on voit bien que cette naturalisation de l'idée de marché, le fait de dire que de toute façon, elle est là indépendamment de nos agissements, eh bien, ça a fait les affaires des économistes néoclassiques, mais pas ceux plus orthodoxes, comme par exemple Nicolas Georgescu-Roegen, qui en 1979, on mettra aussi les références sur le site, a écrit un ouvrage majeur traduit par Jacques Greenwald, intitulé « Demain la décroissance, entropie, écologie et économie », et qui simplement faisait quelque chose que les économistes orthodoxes ne faisaient plus, c'est-à-dire qui reliait en fait l'économie à deux notions importantes, c'est-à-dire la notion humaine. Hein, l'homme n'est pas en dehors en fait des jeux de l'économie. Elle peut se jouer de lui, mais l'homme peut reprendre en fait la main vis-à-vis de ça. Et l'économie a un impact sur l'écologie. Elle n'est pas hors sol, quoi, en fait. Donc, Roegen réenchasse en fait l'économie dans des formes écologiques et humaines. Donc, un travail relativement important. Et puis, la recherche du profit, voilà, une espèce de maître mot du capitalisme, mais le profit financier au profit de quoi exactement, hein? Est-ce que c'est au profit de l'émancipation des droits du travail? Est-ce que c'est au profit d'une nature revigorée? On en doute. Et enfin, le rapport salarial. Et le sixième point, c'est qu'il est fondé sur la généralisation de comportements rationnels. Donc, l'histoire, en fait, montre que ces agencements qui nous sont en quelque sorte dictés, ces lois, ces modes d'organisation de l'économie, eh bien, favorisent en quelque sorte à la fois l'individu au détriment du collectif, mais elle impose en quelque sorte aussi, me semble-t-il, mais on pourrait en discuter, hein, c'est évident, la tyrannie des places
par le jeu social et économique des classements ou des déclassements des individus dans la société. Alors, il y a pléthore de travaux, en fait, sur l'épuisement moral d'abord du prolétariat, c'est-à-dire la naissance du prolétariat au XIXe siècle par Engels, et puis après au XXe siècle par de nombreux auteurs. Une des anomalies également, c'est la forte pression exercée sur la mise en conformité des formes de vie possibles dans un cadre matérialiste très dominant. Hein. Et du coup, me semble-t-il, la disqualification, et c'est encore vrai maintenant, et la marginalisation des formes de vie qui se voudraient alternatives. Donc, notamment, on le voit dans les ZAD, ces lieux d'occupation contre les initiatives marchandes des sols, qui sont aussi très largement délégitimées par les pouvoirs publics, et donc une grande difficulté, même en démocratie, de faire apparaître des formes alternatives et de leur trouver aussi des issues en forme de droit, en forme de nouvelles formes de régulation sur des économies plus locales, bien évidemment, qui met alors en fragilité, en tout cas, qui questionne l'ensemble de la démocratie dont elle n'est pas encore prête à concéder quoi que ce soit. Mais c'est aussi les anomalies du capitalisme, on les perçoit aussi dans le délitement des formes communes d'engagement et dans le privilège accordé non pas à la coopération, mais à la collaboration. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, il faudrait prendre la métaphore, par exemple, prenez le film de Charlie Chaplin dans les temps modernes, je trouve qu'il illustre bien la différence, alors qui ne vient pas de moi, hein, qui vient de l'économiste Laurent Éloi dans un ouvrage très stimulant qui s'appelle « L'impasse collaborative pour une véritable économie de la coopération ». Dans cet ouvrage, et là, je pense que cette question, elle doit être innerver un peu l'ensemble de nos actions pour savoir si on est plutôt du côté de la collaboration ou plutôt du côté de la coopération. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire? Dans les temps modernes, on pourrait dire que Charlie Chaplin, il collabore, c'est-à-dire qu'en fait, il va chercher à faire partie en fait, d'une unité sans se soucier véritablement, enfin sans que ces individus sur la chaîne de montage vont grandir collectivement de cette expérience. C'est-à-dire qu'ils participent à un faire, mais pas un savoir collectif. Donc coopérer, ce serait prendre du temps véritablement les uns aux autres afin que chacun, individuellement, puisse grandir de cette situation et que cette situation serve des intérêts collectifs et pas individuels. Laurent Éloi nous dit que la coopération n'est pas qu'une simple tâche exécutée ensemble, mais véritablement l'occasion d'être ensemble, de faire et de penser ensemble. On collabore pour faire et on coopère pour savoir. Coopérer, nous dit-il, c'est apprendre à connaître ensemble. La différence de collaborer. Alors, les fondements écrits du capitalisme, je passe vite, mais ils sont intéressants. C'est comme société désirable, eh bien, on les trouve chez le philosophe et économiste écossais Adam Smith au XVIIIe siècle, probablement inspiré d'un autre ouvrage de Bernard Mandeville intitulé Recherche sur l'origine de la vertu morale et la fable des abeilles. Alors, Adam Smith, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'on ne peut pas concevoir et fonder des libertés réelles sans qu'elles s'accompagnent d'un marché, c'est-à-dire d'un lieu dans lequel les individus vont échanger librement, nous dit-il, à ce moment-là, des transactions qui portent sur des biens ou des personnes. Une économie, c'est-à-dire une société, pour lui, fonctionne au mieux lorsque les gens, donc vous voyez le parti pris en quelque sorte, déjà d'imaginer en fait cette société à travers ce prisme-là,
on a presque l'impression que ce n'est pas un schéma observé, mais plutôt une entité intellectuelle qu'on essaye finalement de plaquer sur des opérateurs qui vont être véritablement efficients ensuite pour que la société se calque en fait en quelque sorte sur ces propositions. Mais une économie, nous dit-il, c'est une société qui fonctionne au mieux lorsque les gens sont libres d'agir dans leurs propres intérêts. La concurrence à ce moment-là stimule, et le capitalisme, lui, repose en quelque sorte sur un individualisme universel et sur l'idée que la recherche de son propre intérêt reviendra d'une manière ou d'une autre, faites-lui confiance, dans l'escarcelle bénéfique pour la société dans son ensemble. Alors, du coup, dans ce cadre-là, dans ce cadre cognitif, en quelque sorte, là, pour progresser, eh bien, chacun doit lutter pour obtenir plus, c'est-à-dire plus de bénéfices, plus de paix, plus de choses en échange de son argent, ce qui va garantir en quelque sorte l'avènement de positions sociales favorables pour avoir un maximum de pouvoir et de liberté d'agissement, indépendamment des considérations de solidarité ou de coopération, bien évidemment, vous l'avez vu. Alors, il faudrait voir, encore une fois, plus précisément dans les différents travaux, s'il n'y a pas des phénomènes échappatoires. Là, c'est ce que je vous dis, là, c'est des rhétoriques, en fait, liées à l'économie, et il faudrait enquêter sur le terrain pour voir comment le grain de sable peut un peu jouer un peu sur cette machine. Mais le problème du capitalisme, à ce moment-là, une fois posé, c'est bien celui de l'accumulation sans limite, et c'est ce qui se passe actuellement, du capital. Voilà pourquoi 82% des richesses créées en 2018 sont empochées par simplement les 1% les plus riches. Ça, c'est le rapport d'Oxfam en 2018, et c'est un peu ce qui nous apparaît encore avec notamment les grandes puissances des GAFA, vous savez, ces grandes unités liées en fait à l'intelligence artificielle et au socle numérique que représentent Google, Amazon, Facebook, d'où l'acronyme GAFA. Donc, on a malheureusement, et ça on est toujours dans le cadre des anomalies du capitalisme, l'appauvrissement considérable des circuits de redistribution. Là aussi, il y a des textes fameux, notamment je pense à l'économiste Thierry Pech sur la sécession des riches analysée par cet économiste. Et puis, le problème de ça, c'est un épuisement considérable du corps social et de ses capacités coopératives. C'est vrai qu'il peut y avoir une lassitude. Alors, je voudrais rebondir sur la critique que fait au milieu du XXe siècle Albert Camus dans ce livre magistral intitulé « L'homme révolté ». Je le cite, il nous dit « Faute de valeurs supérieures qui orientent l'action à ce moment-là, si on n'a pas ça, nous dit-il, on se dirigera dans le sens de l'efficacité immédiate. Rien n'étant vrai ni faux, bon ou mauvais, la règle sera alors de montrer le plus efficace, c'est-à-dire le plus fort. Le monde, alors, nous dit Albert Camus, ne sera plus partagé en juste et en injuste, mais en maître et en esclave. » Fin de citation. Propos d'Albert Camus dans L'homme révolté, 1951, qui, vous voyez bien, trouve un nouvel écho dans nos temps troublés. Mais justement, alors là, Albert Camus nous parle de valeurs. Intéressons-nous un instant aux valeurs, c'est-à-dire entendues comme un ensemble de corpus de convictions et de conduites que l'on considère comme importantes et donc on va s'assurer en quelque sorte de remplir, une forme contractuelle qu'on a vis-à-vis de nous et peut-être de la société, en tout cas de la façon dont on souhaiterait apparaître vis-à-vis du reste de la société. Alors, quelles sont ces valeurs qu'on rattache au capitalisme? Alors, pour cela, je suis allé voir du côté des travaux de Kim Kasser, professeur de psychologie à l'université de Knox dans l'Illinois aux États-Unis, qui a beaucoup travaillé sur ce
sujet et qu'il a illustré à travers une analyse intéressante de graphic novel avec un ami dessinateur. Là aussi, on vous mettra les références. Mais les questions qui étaient posées au départ de ces travaux, c'est finalement quelles sont les convictions tenues par les gens, à la fois dans les propos et dans les manières d'entreprendre leur vie, quelles sont les convictions, les conduites, et ça c'est des questions qu'on peut se poser tout un chacun, hein, les actes qu'entraîne à la fois l'argent ou qu'entraîne l'idée de possession ou de statut social. Quelles sont les relations entre valeurs matérialistes et bien-être. Et depuis les années 50 et même avant, une grande partie du monde glorifie le matérialisme, la consommation et le statut social, ce qui explique un peu effectivement la direction de ces travaux et de ces questions. D'ailleurs, l'avènement, en fait, en quelque sorte, de toute une ingénierie de la réclame et du slogan qui va alimenter le moteur de la consommation, va être entretenu par le marketing, c'est-à-dire la publicité. Et la publicité a joué un rôle énorme pour soutenir l'absorption de nouveaux biens matériels à écouler dans les foyers domestiques aux États-Unis, mais aussi en Europe dès les années 50. Si vous prenez par exemple, et ça m'avait très largement interpellé, les travaux d'André Gorz Ecologica, voici comment il nous présentait le défi, en quelque sorte, du capitalisme américain dans les années 50, qui avait en quelque sorte, au sortir de la guerre, toute la puissance industrielle à faire à optimiser et à faire vivre. Mais de l'autre côté, on n'avait pas encore les idées, en quelque sorte, de biens de consommation à produire pour optimiser cette puissance industrielle qui s'était construite sur la guerre. Alors voici comment André Gorz présente ce défi. Il nous dit que la valorisation, je le cite, la valorisation des capacités de production américaines au début des années 50 exigeait, donc pour que cet appareil industriel continue en fait à fonctionner sur les mêmes rendements que ce que la guerre avait permis de faire, eh bien, pour valoriser cette industrie, il fallait que la consommation des Américains croisse de 50% au moins dans les 8 années à venir. Mais que les gens, à l'époque, à la fois les politiques, les économistes, etc., étaient bien incapables de définir de quoi serait fait leurs 50% de consommation supplémentaire. En gros, non seulement ils en étaient bien incapables, mais on pourrait dire qu'il n'y en avait absolument pas irrémédiablement un besoin. Donc, pour qu'il puisse artificiellement exister, ce besoin, eh bien, il appartenait aux experts en publicité et en marketing, nous dit André Gorz, de susciter des besoins, mais des désirs, des fantasmes nouveaux chez les consommateurs, de charger les marchandises, même les plus triviales, de symboles qui en augmenteraient la demande. Le capitalisme, nous dit André Gorz, alors, avait besoin que les gens aient de plus grands besoins. Bien mieux, il devait pouvoir façonner et développer ses besoins de la façon la plus rentable pour lui, en incorporant un maximum de superflu dans le nécessaire, en accélérant l'obsolescence des produits, en réduisant leur durabilité, en obligeant les plus petits besoins à se satisfaire par la plus grande consommation possible, en éliminant les consommations et services collectifs, les trains, le tram ou les trains par exemple, pour leur substituer des consommations plus individuelles. Il faut, nous dit André Gorz, que la consommation soit individualisée et privée pour pouvoir être soumise aux intérêts du capital. Fin de citation. Alors, si je reviens à nos psychologues américains qui ont essayé d'étudier les comportements que l'univers, en gros, mental que le capitalisme, en quelque sorte, trace comme paysage, hein, eh bien, ce psychologue Kim Kasser
emprunte ces outils théoriques à un psychologue important aux États-Unis qui s'appelle Shalom Schwartz, dans ce qu'il a appelé la théorie des valeurs et qui a été en gros toute sa vie. Hein, c'est des travaux qu'il a fait toute sa vie. Et donc, comment va fonctionner Shalom Schwartz? Alors, comme les psychologues, il va intervenir sous forme de questionnaires massifs hein, pour avoir une représentation en capacité de pouvoir avoir un poids scientifique. Il va soumettre un questionnaire dans une grande étude dans plus de 70 pays. Il identifie, donc, une fois rassemblé l'ensemble des réponses, alors, vous voyez bien les biais qui peuvent exister. Hein. Moi, je prône plutôt un travail de compréhension des enjeux sociaux à travers plutôt des expériences de terrain, mais qui peuvent être, bien évidemment, il peut y avoir un intérêt à les croiser avec d'autres manières d'entreprendre des formes d'intelligibilité du monde social, et notamment à travers les statistiques. Mais à partir du moment où il y a des systèmes conjoints de réflexion croisée. Donc lui, il travaille à partir de masses de quantités, qui étaient les premières formulations de big data, en quelque sorte, mais à la façon papier. Et donc, une fois les questionnaires lui retournent, il trouve qu'il y a 10 valeurs fondamentales pour l'expérience humaine qui lui est rapportée dans cette enquête et qui fit date par son ampleur d'individus sondés. Ces 10 valeurs sont l'autonomie, c'est-à-dire cette idée qu'il y a une nécessité d'indépendance de pensée et d'action, la tradition, c'est-à-dire le respect des pratiques culturelles, l'idée de sécurité, c'est-à-dire se sentir en harmonie et une forme de stabilité dans la façon de faire sa vie et de l'allier, que ce soit dans l'habitat, que ce soit dans la proximité avec les amis. La réussite est une de valeurs aussi, c'est-à-dire la réalisation de soi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que c'est coûte que coûte? Est-ce que c'est au profit d'autrui? Ou est-ce que c'est en coopération avec les autres? Il y a la stimulation, c'est-à-dire c'est une des valeurs qui rentre alors dans le schéma, dans les questions que sont posées par Shalom Schwartz, c'est-à-dire la stimulation, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la nouveauté et l'excitation, hein, la transformation permanente d'objets qu'on peut avoir de nouveau, la bienveillance, c'est-à-dire aider et soutenir les gens autour de soi, le conformisme, c'est-à-dire une certaine forme d'adaptation et de restriction du moi pour être un peu comme les autres, l'universalisme, c'est-à-dire aider la nature et tous les hommes, l'hédonisme, le plaisir sensoriel, et enfin le pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir qu'on peut acquérir à travers le capital financier, culturel, social, qui va nous permettre d'ajuster nos places dans le monde social, l'idée de prestige, de domination sur les gens ou la nature. Alors, ce que montre Schwartz, c'est ce que vous avez là en face de vous, ce que vous pouvez voir dans la diapositive, c'est ce qu'il va appeler son fameux circomplexe. Et il va montrer en fait une chose, alors je ne vais pas m'appesantir là-dessus, et puis il faudrait pour le coup en faire un outil de réflexion et le déplacer du côté du terrain d'enquête. Dans ce circomplexe, en fait, il va montrer que des valeurs s'opposent. Par exemple, si vous en prenez une, on peut en prendre d'autres, hein, mais si vous portez, par exemple, le pouvoir comme une valeur essentielle, donc le statut social, le prestige, la domination sur les gens et la nature, hein, ils sont quand même assez nombreux à placer cette valeur en premier, pas forcément d'ailleurs affirmée de manière directe, mais comme valeur. Et alors, une valeur comme l'universalisme, c'est-à-dire qui plaide davantage pour l'aide, pour la défense de la nature et tous les hommes, eh bien, sera en quelque sorte la valeur la plus éloignée. Et alors, Shalom Schwartz explique ce phénomène, il dit que finalement, ça veut dire que plus le désir de réussite et de pouvoir est grand, et moindre est la considération pour la bienveillance et l'universalisme. On dit alors qu'il y a une corrélation négative entre pouvoir et universalisme. Alors, pour aller un tout petit peu plus loin, et là encore une fois, ça serait intéressant d'en faire un bagage qui
un peu comme un bréviaire de médecin et de voir véritablement ce qu'on observe dans la tyrannie, en quelque sorte, de nos systèmes de valeurs lorsqu'ils sont en jeu, hein, lorsqu'ils se présentent dans les différentes expériences et dans les choix qu'on a à faire dans nos vies. Mais de cette corrélation négative entre différentes valeurs, eh bien, les valeurs matérialistes extrinsèques, c'est-à-dire ces valeurs matérialistes qui nous proviennent de récompenses prodiguées par les objets ou des gens, c'est-à-dire par des choses qui nous sont extérieures à nous, et les valeurs intrinsèques, c'est-à-dire, alors là, pour le coup, c'est des valeurs qui nous apportent directement une satisfaction intérieure, telles que la communauté et l'universalisme. Eh bien, ces deux valeurs, ces valeurs matérialistes extrinsèques et ces valeurs intrinsèques, eh bien, elles sont régulièrement en conflit. Alors, il y aurait bien évidemment, et ça, prend toutes les pincettes, évidemment, tout un tas de contingences qui pourraient être nuancées dans cette perspective, et vraiment sur le terrain de l'ethnographie, que ces catégories méritent d'être observées et questionnées, mais je pense qu'elles sont importantes, du coup, à énoncer aujourd'hui pour essayer de comprendre un peu ce qui pourrait travailler, en fait, l'ensemble des imaginaires cognitifs liés à cette notion de capitalisme. Et d'ailleurs, en fait, on peut déplacer, en fait, à mon avis, ce travail de psychologie dans d'autres travaux de sociologie et d'économie. Je pense notamment à ces travaux qui ont fait date autour des travaux de Luc Boltanski, qui a beaucoup écrit sur le capitalisme en France, des ouvrages qui ont marqué, en fait, à la fois par la pertinence de l'étude économique et des appuis théoriques. On retrouve, me semble-t-il, hein, c'est moi qui fais le rapprochement, mais on retrouve ces corrélations négatives dans ces travaux de sociologie et d'économie, comme celui de Luc Boltanski et d'Arnaud Esquer, notamment dans leur dernier ouvrage intitulé « L'enrichissement, une critique de la marchandise ». Et voici ce qu'ils disent, je les cite, ils disent « Cette économie, donc cette économie capitaliste, nous disent les sociologues, réserve aux plus riches la propriété et la jouissance de biens d'exception, ce qui leur permet de vivre dans des sortes d'isolats séparés du commun, dont ils ont dès lors peu de raisons de se préoccuper, puisque la dégradation des conditions de vie du plus grand nombre ne les concerne que de façon très indirecte. » Fin de citation. Alors, prenons le temps de finir sur cette troisième partie, parce que au capitalisme, qu'est-ce qu'on oppose? Alors il y a deux manières, en fait, en quelque sorte, de répondre à cette question. Il y a à la fois cette idée peut-être d'en sortir, de trouver d'autres alternatives loin des formes marchandes, en gros dans des sortes d'oasis. Et puis, il y a l'idée aussi de trouver des formes qui vont tenter à la fois de réécrire d'autres manières de faire, de vivre, mais au sein même de la machine, en quelque sorte, qui s'emballe pour essayer de la limiter, de la freiner, de la désorganiser, et qu'en son sein, elle puisse se réécrire, parce que c'est vrai que de nombreux intellectuels économistes disent il faut à la fois effectivement reconstruire des imaginaires et à la fois freiner, en fait, cette machine qui s'emballe. Ça, c'est important. Alors, que faire? Comment le faire? Les actes de résistance et des tentatives de recomposition sont nombreux. Ces propositions sont prometteuses. Elles apparaissent à différents endroits. Elles font l'objet d'une attention critique de toutes parts, par de nombreuses enquêtes qui en révèlent la teneur et la vivacité. Nous-mêmes faisons en quelque sorte dans nos travaux aussi avec les étudiants, et ce qui est entrepris, je pense, au sein du travail que vous menez collectivement à Anastasia, sur cette critique de reprendre place dans l'espace public pour à la fois formuler de nouvelles hypothèses.
Prenons par exemple le concept, alors là, ce que je vous propose, c'est de prendre différentes études de cas et de les commenter assez rapidement. Prenons l'hypothèse du concept d'altruisme efficace. C'est ce que vous voyez dans la diapositive sur la gauche en bas, rapporté par le philosophe Peter Singer, qui est philosophe américain, qui m'avait interpellé. Il s'agit dans ce concept d'altruisme efficace d'identifier les meilleures causes humanitaires, c'est-à-dire en gros de s'assurer de l'efficacité de son don. Vous voulez donner, mais vous voulez donner dans des lieux dans des lieux qui vous semblent plus efficaces. Et vous n'avez pas le temps en fait de vraiment étudier la question. Et du coup, vous appuyez sur des plateformes qui vont faire cet exercice à votre place, en essayant de dire, ben voilà, en fait, là, on est sûr qu'il y a une certaine efficacité et vous pouvez donner sans vous soucier, votre argent ne va pas être dévoyé, faites-nous confiance. Alors, des sites internet, il en existe comme ça un certain nombre. J'en ai pris deux parce qu'il me semble qu'à l'époque, Peter Singer prenait ces deux en exemple. Il s'agit de sites anglo-saxons, Give Directly ou GiveWell, que vous connaissez peut-être. Alors, cette manière de procéder, elle me pose quand même elle me pose question parce que je me demande si justement là, il n'y a pas une contamination quand même encore un peu trompeuse sur un exercice de don qui devrait travailler nos imaginaires de la même façon, sans pour autant, sans concéder au fait qu'elle est complètement inintéressante. Hein. Mais je me demande s'il n'y a pas un risque là d'oublier dans ces critères d'optimisation et d'efficacité un grand nombre d'initiatives qui passent sous les radars de la mesure comptable et arithmétique de nos vies, par exemple. Quid de ceux, si on passe par là, qui opèrent dans des mécanismes humains de faible intensité, pourtant essentiels à la composition des solidarités humaines et qui ne seraient pas, du coup, recensés par ces plateformes. On sait que les gestes de soins ont une comptabilité et une administration difficile parfois à identifier. On l'a vu avec le Covid-19, qu'il y avait énormément d'alternatives qu'on pouvait soutenir en termes de care, en termes de soutien de soins, mais qui n'avaient pas une visibilité massive au sens que ce qui nous est représenté ici. Donc, il me semble, donc, dans les initiatives que je vais relater dans cette troisième partie, qu'il ne faut pas dissocier les luttes sociales des luttes écologiques. Comment demander en effet à quelqu'un d'aller manifester contre le réchauffement climatique s'il a du mal à se loger ou boucler les fins de mois? C'est bien un désir de justice sociale, d'équité et d'égalité qui doit en fait être l'amorce dans quelque sorte de notre engagement. Défendre la planète, c'est avant tout régler un projet de société. C'est par le social, et là, c'est une affiliation directement avec d'autres intellectuels comme la notion d'écologie sociale hein, de Murray Bookchin, mais c'est bien par le social, me semble-t-il, et c'est peut-être là ma formation d'ethnographe et d'anthropologue qui me fait dire ça, mais en plus de mes appuis un peu empiriques et de recherche, mais me semble-t-il, c'est que c'est par le social que l'écologie doit se penser et doit se régler. C'est refonder en fait un monde humain, des relations, des modes de conduite, des modes de partage plus solidaires, moins envieuses et donc plus égalitaires, afin de redéployer de nouveaux imaginaires vis-à-vis de nos façons d'habiter. C'est, je cite, réconcilier le monde et donc réenquêter en quelque sorte sur nos attachements, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous paraît le plus essentiel sur un territoire qu'on ne souhaite absolument pas se départir, conserver. Et ça, c'est en gros Bruno Latour, commenté par Catherine Larère, qui nous invite à nous réconcilier avec le monde où nous vivons et le monde dont nous dépendons. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une acuité, une visibilité quand même critique sur nos dépendances. Hein. Donc ça, c'est un gros travail d'enquête à faire. On dépend de quoi et ces dépendances, elles sont administrées comment, en quelque sorte. Pour vivre, nous dépendons d'une économie globalisée, ça c'est sûr, une économie hors sol, indifférente aux réalités matérielles, nous dit Catherine Larère, et qui, pour fonctionner,
aurait besoin de plusieurs planètes. Donc ce schéma, il faut l'abandonner. Il nous faut donc nous réinsérer dans le monde où nous vivons en déconnectant nos dépendances globales, redécouvrir nos attachements véritables et les réinscrire dans notre milieu de vie. Cela suppose une enquête, alors une enquête nécessaire, c'est-à-dire il s'agit d'enquêter à titre individuel et collectif sur nos attachements, sur ce à quoi nous tenons et sur ce dont nous pouvons nous passer. Il s'agit alors de s'entendre pour savoir dans quel monde les citoyens voudraient vivre et à quel milieu de vie ils tiennent. Alors, il y a des expériences. Hein. Si on prend la notion d'habiter, par exemple, au sens concret de trouver un lieu de résidence sur des formes alternatives de collaboration et d'usage du foncier, vous avez des expériences de Notre-Dame-des-Landes. Vous avez là un ouvrage qui s'appelle Notre-Dame-des-Landes ou le métier de vivre qui relate cette expérience. Vous avez aussi d'autres formes de tractation en quelque sorte avec les hommes et la nature, intitulée Oasis, qui est une coopérative d'aide au montage foncier et financier pour créer des écolieux. Donc il y a énormément d'initiatives et qui reposent tous sur une notion de commun. Les communs, c'est un terme qu'on retrouve qui est réhabilité dans une pensée en acte, en quelque sorte, grâce à cette personne que vous voyez en bas, qui a été prix Nobel d'économie et une femme qui a beaucoup travaillé sur cette question des communs, qui s'appelle Eleanor Ostrom. Alors, rapidement, de quoi s'agit-il? Parce que je pense que là, on est aussi au cœur, à mon avis, de solutions qui seraient intéressantes à interroger du point de vue de cette pratique. Les communs, ce sont des formes de cogestion. Ce sont des formes de cogestion coopérative, soutenables et donc du coup non compétitives dans un lieu, dans un lieu avec des ressources qui sont gérées équitablement et convenablement par des individus qui se mettent d'accord, établissent des règles équitables d'usage et d'entretien des dites ressources, c'est-à-dire pour éviter un épuisement drastique de ces ressources, mais plus une régénération et qui maintient dans une espèce de cohérence et plus que de cohérence d'ailleurs, de construction sociale viable à long terme, à la fois l'unité sociale, c'est-à-dire la coopération des êtres avec eux-mêmes, c'est-à-dire en société, mais également avec l'usage de ces ressources. Donc, les travaux d'Eleanor Ostrom sont importants parce qu'ils ont cherché à montrer dans quelles conditions ça marchait, et du coup, mais tout cela en réponse à de nombreuses théories fatalistes qui, au cours des années 60, dans la transition de Hobbes, c'est-à-dire l'homme est un loup pour l'homme, privilégie une version dure de l'égoïsme naturel de l'homme en le décrivant comme un saboteur des institutions de coopération. Or, Eleanor Ostrom montre que non, il y a plein de cas très concrets dans des formulations de masse critique et d'organisation qui fonctionnent, et elle l'a théorisé. La coopération est un enjeu fondamental et important dans ces systèmes-là. C'est pas seulement en fait du travail, c'est autre chose, nous dit l'économiste Laurent Éloi. La coopération n'est pas un objet déterminé d'association, c'est ce qu'il nous dit, c'est un horizon indéterminé d'association, et enfin la collaboration, nous dit-il, a un horizon de temps fini, alors que la coopération est infinie dans son horizon. Alors, se mettre donc contre la machine, là, vous avez dit, donc il y a la possibilité d'inventer des nouvelles formes d'usage des ressources, d'habitat, de fonder des micro en fait sociétés, c'est-à-dire de repartir, de se désenclaver en fait en gros de la planétarisation et de la globalisation et de recréer des petits îlots qui vont se reconstruire sur des échelles humaines dans des lieux, des territoires de manière raisonnable, mais ces îlots vont aussi jouer d'interdépendance les uns les autres. Il faut refaire maillage aussi sur
plus grand que ces petites unités. Donc, il y a ce départ. Et puis, il y a la possibilité aussi, comme vous est présenté aussi, de se mettre dans des associations qui se rapportent à la notion de désobéissance civile qui était promue par Henri David Thoreau, le philosophe, c'est-à-dire que lorsque nous pensons que ceux qui sont là pour assurer notre sécurité et notre intégrité physique et morale, c'est-à-dire nos représentants politiques, intégrité physique et morale autour de notions essentielles, hein, comme manger, boire, se soigner, s'éduquer, eh bien, lorsqu'on a l'impression qu'on est mis en danger alors que cette autorité publique doit représenter quand même une mise en sécurité en fait de nous-mêmes, lorsqu'on a l'impression que le contrat n'est plus rempli, alors la désobéissance civile permet de trouver d'autres voies, en fait, de remettre en fait du débat en valeur pour dire que là, il y a un risque pour les individus qui n'est pas assuré par les représentants de l'autorité publique, et ça se concrétise notamment par des modes d'occupation des terres, bloquer les industries les plus polluantes par de l'action directe, marcher sur un ministère, occuper les institutions en charge de l'allocation et de l'attribution des terres, cibler les industries des pesticides, comme le soulèvement de la terre, qui est l'une des nombreuses initiatives issues de la société civile de regroupements plus ou moins spontanés qui viennent en quelque sorte bousculer le terrain plus institutionnalisé des ONG et renouveler des modes d'action que les autorités publiques redoutent. Autre exemple, alors je ne sais pas si, là je vais vous passer, c'était le petit teaser, mais je vous le passe. Je vous le mettrai, on le mettra aussi sur le site. Autre exemple, c'est celui, par exemple, de la contre-expertise, de l'expertise, une expertise d'usage en quelque sorte, et c'est l'initiative de Ambassadeur à Rennes qui est l'initiative qui repose sur le fait de mesurer notre environnement et en rendre compte par des activistes gonflés de culture informatique qui ont mis en place des capteurs que vous voyez sur la diapositive, des capteurs citoyens, c'est-à-dire que vous pouvez fabriquer chez vous, hein, tout un chacun, avec une somme relativement modique, pour mesurer la qualité de l'air, constatant que les teneurs en dioxyde d'azote étaient souvent dépassées. Et donc, c'est une science, en quelque sorte, c'est coopérer à une science participative, participer, réinventer des modes conjoints de critique basés sur une expertise alternative d'expérience et de mesure qui se rapporte à toute une histoire passionnante de la contre-expertise que j'avais évoquée hier ou avant-hier, ou plus directement ici, concernant la santé publique de l'épidémiologie populaire, cette idée qu'on a une capacité de rendre compte par l'expérience, par tout un chacun, des facteurs qui influencent directement notre propre santé. Alors, il y a aussi cette initiative du côté de la santé, de cette association qui s'appelle Soignons Humains. C'est comment on cherche à réinventer un autre rapport à la santé. Et c'est un réseau d'infirmiers et d'infirmières qui décidèrent d'inverser les logiques du nombre et qui s'exerçaient sur leur métier de soins, hein, et des burn-out que subissaient régulièrement les infirmiers et les infirmières. Et plutôt que de voir un maximum de patients, eh bien, l'idée, c'était d'assurer du coup un burn-out permanent. Ils ont privilégié un couplage, ce qu'ils appellent un couplage souple, c'est-à-dire d'aller voir son patient, de prendre le temps de discuter, de prendre un café, de prendre une heure. C'est donc pas du tout performant, vous voyez, mais ce qui émerge de cette façon de faire, c'est à la fois une autonomie. Le patient devient autonome, ça augmente la robustesse et ça crée de la résilience. Alors, pour conclure, parce que le temps passe, vous voyez, j'avais d'autres exemples qui étaient intéressants, et là aussi on le mettra, notamment du Pérou, qui est le pôle d'exploration des ressources urbaines conçu comme un laboratoire de recherche-action sur la ville hostile. Et vous avez là un projet qui s'intitule « Nous sommes un chantier naval », et le but de cette action citoyenne, c'est d'inscrire l'acte d'hospitalité au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Comment? Eh bien, en construisant un navire de sauvetage
Et par là, en construisant ce navire de sauvetage des migrants, le collectif entend rendre possible et extrêmement du coup concret un acte d'hospitalité intangible et non négociable. Et enfin, donc je voudrais proposer une très rapide conclusion à cette intervention et on pourra revenir sur l'ensemble des situations et peut-être du coup aussi prendre la parole autour de toutes les initiatives que vous avez croisées ou vous avez pu vous-même en faire l'expérience. Il me semble que ce qu'on doit retenir de ça aujourd'hui, c'est qu'on doit absolument pour ne pas se faire terrasser par l'univers des grands chiffres ou ces expertises globales ou les inerties en fait des choix politiques, il faut donc absolument, et on voit que toutes les initiatives n'ont pas attendu cet appel que je fais là aujourd'hui, il faut repenser par le bas ce que nous voulons vraiment faire de nos vies au sens je dirais, au sens social et je dirais au sens quasi spirituel en quelque sorte. C'est-à-dire, quand je dis spirituel, c'est être capable de redonner une puissance existentielle de nos vies à la hauteur des urgences qui s'imposent à nous. De quoi nous vivons, c'est actuellement, c'est véritablement la colonisation du temps humain, des imaginaires, dans toutes ses dimensions biologiques, sociales et écologiques par le temps économique. Il faut donc sortir de ce temps et lui opposer de multiples impasses. Et je rappellerai, en guise de conclusion, en reprenant les leçons du vivant d'Olivier Herman, biologiste, et son principe de sous-optimalité qui donne, je trouve, des lignes de conduite sur de nouvelles formes d'imaginaire, il nous rappelle que le vivant est profondément résilient, c'est-à-dire qu'il s'adapte et se transforme, et il se construit avant tout sur ces notions, à la fois l'inefficacité, l'hétérogénéité, l'incertitude, la lenteur, la redondance, les incohérences. C'est très différent de notre optique d'humain, drivé par la performance. Donc voilà, autant d'invitations finalement à se mettre à l'épreuve de nouvelles formes de dynamique de pensée et d'action. Voilà. Merci pour votre attention et du coup, voilà, prenons un peu de temps pour discuter à la fois peut-être voilà, de ce que j'ai essayé en gros de remettre en place du côté de l'histoire du capitalisme et en fait de l'ensemble des initiatives qui, voilà, qui, me semble-t-il, à la fois montent en puissance, mais pas suffisantes pour être un véritable obstacle à cette économie néolibérale qui continue à trouver des stratégies de développement. Je vais rebondir directement sur ta dernière phrase, si tu me le permets. J'ai eu un échange assez intéressant avec l'un des membres de notre équipe, justement, par rapport à cette question de l'insuffisance de nos propres efforts. Et ce que j'ai remarqué en arrivant ici en Ukraine, un certain temps plus tard, puisque notre dernière visite date tout de même d'ici il y a 2 ans, si je ne me trompe pas. C'était le dernier workshop que l'on a fait avec l'école de Talm. Et ce que j'entends dire de la part de la plupart en fait des personnes que je côtoie durant le workshop, c'est que depuis un certain temps, ne serait-ce que les activistes, celles et ceux qui agissent, ils commencent à éprouver une certaine apathie vis-à-vis de la situation. Donc la question qui se pose, est-ce que nos efforts ponctuels pourraient être en fait suffisants pour agir contre le système, agir contre voilà, cette machine qui ne s'arrête pas. Est-ce que voilà, tu auras des conseils ou un avis là-dessus? Oui. Comment Alors, faire? en fait, le seul conseil, c'est la force de l'histoire. En fait, hein. C'est vraiment la force de l'histoire. C'est-à-dire, si on regarde dans l'histoire, tout ce qui a germé en termes d'opposition, elle s'est fait à partir de toutes petites entités. Tous les conquêtes
des formes d'égalité, de droit du travail, etc. Anastasia, on peut prendre une multitude en fait de travaux et elle est partie à partir de très très fortes convictions de toutes petites entités. Et donc si, en fait, je pense que si on avait renoncé, on n'aurait jamais gagné en fait énormément de causes, quoi. Donc il faut faire confiance en fait à une forme de fédération qui part à partir de presque rien et qui à un moment donné contamine à la fois les esprits, qui trouvent en fait un maillage, un système de rhizome qui va germer en fait en quelque sorte, qui va contaminer un ensemble d'acteurs et qui nous met à l'épreuve en quelque sorte d'adhésion qui en fait qui fonctionne. Hein. Donc l'histoire rend compte quand même de cette capacité à transformer régulièrement en fait les éléments qui s'imposent à nous. Donc de ça, il faut forcément voilà, lutter contre les formes de désespérance qui peuvent être liées au fait que les choses n'aboutissent jamais de la société civile, parce qu'on a l'impression que les rapports qui nous sont donnés sont de plus en plus urgents et donc manifestement en fait rien ne change. Alors je suis d'accord que le risque, si le politique en fait met pas en œuvre des conditions favorables à cette transformation, on risque à aller dans des formes d'opposition de plus en plus radicales, quoi. En fait, c'est un vrai risque. Ce que j'ai l'impression de percevoir, c'est marrant pour en avoir discuté hier soir. En fait, hier soir, je dînais avec des amis et lui est un spécialiste, enfin travaille beaucoup en fait avec deux organisations importantes en France, c'est Terre de Liens et Oasis. Et en fait, Oasis, c'est en fait une filiation de Colibri qui au départ c'est l'histoire de Pierre Rabhi. Hein. Je ne sais pas si tu connais la figure de Pierre Oui, Rabhi. on en a parlé. Oui. Autour de l'agriculture, de la résilience, etc., permaculture. Et donc, il y a eu des branches comme ça. Alors, ce que je constate, c'est qu'il y a à la fois un mouvement quand même de retrait important, c'est-à-dire un mouvement qui se désengage en fait de la globalisation, de la planétarisation, pour réinventer, en fait, faire émerger d'autres mondes à des petites échelles, ce qu'on appelle des oasis, c'est-à-dire des formes de résistance dans lesquelles on va travailler des valeurs travail qui sont très différentes de ce qu'on nous a imposé, des formes de collaboration, des circuits financiers qui n'ont plus rien à voir avec éventuellement des monnaies locales. Voilà. Alors, pour que ces entités, en fait, ça fait 25 ans, même plus, hein, qu'elles fonctionnent. Il y en a qui meurent, il y en a qui fonctionnent. Donc, il faut apprendre de ces utopies, en fait, utopies concrètes, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas des utopies dans la tête, c'est des utopies qui nous travaillent dans le corps et dans l'esprit, et qui sont très différentes les unes des autres. Il y a des utopies extrêmement hétérogènes avec des personnes liées à des trajectoires sociales et culturelles très différentes, et il y a des utopies beaucoup plus homogènes qui me posent en tant qu'anthropologue plus de questions. C'est-à-dire que si effectivement on veut fiabiliser un système de consensus ou de regroupement, on a la tentation d'avoir une certaine homogénéité sociale, et notamment, j'avais l'impression, mais je ne connais pas assez, hein, mais j'avais l'impression que dans le système Oasis proposé, on avait plus d'homogénéité en gros sociale, ce qui peut poser quand même un certain nombre de questions hein, sur la diversité, sur l'altérité, etc. Mais donc, il y a énormément de petites oasis comme ça qui naissent et qui résistent et qui réinventent en fait à la fois la question de l'économie, de l'échange, des formes de solidarité. Et puis tu vois l'exemple que j'ai donné dans le soulèvement des terres, eh bien, il y a une vague d'opposition frontale. Hein, c'est Extinction Rébellion aussi, hein, c'est Greenpeace. Voilà, il y a toute une stratégie en fait d'opposition, c'est-à-dire mettre son corps contre la machine et résister en fait à ce qu'elle avance, c'est-à-dire en gros, tu as un bulldozer qui arrive et qui veut détruire des hectares de forêt, eh bien tu t'enchaînes aux arbres, parce qu'il ne suffit pas simplement en fait de réinventer une vie ailleurs, mais il faut essayer de démanteler celle qui court au précipice global, quoi, en fait, aussi. Donc, voilà, il doit y avoir une convergence de lutte sur ça. Mais on est, bien évidemment, je crois qu'on n'est jamais à l'abri, comment dire, d'une épreuve constante sur. Je pense que très rapidement, Anastasia, pour avoir une force, c'est qu'il faut trouver en fait des partenaires rapidement.
quasiment. C'est-à-dire, il faut trouver des gens qui pensent comme nous, tu vois, des relais, en fait. Je veux dire, l'optimisme, il vient aussi par rapport à cette capacité de comprendre qu'il y a une multitude de petits signes tangibles de reformulation qui sont présentes, mais il faut se soucier de les activer, en fait, cette multitude de relais, pour trouver des forces coopératives. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas forcément jouer directement sur ce qu'on fait, mais en fait, on va s'apercevoir que ce qu'on fait, il est fait aussi ailleurs. Hein. Et ce que tu disais hier, tu vois, c'est le fait d'apprendre que tout d'un coup, tu découvres qu'il y a une petite ville en Ukraine qui a énormément d'initiatives. Et ben, tu as vu comment ça nous donne une force pour continuer à agir tout d'un coup. Et voilà, c'est des forces de contamination qui sont évidemment moralement, j'ai envie de dire, nécessaires et qui, oui, qui sont en fait la condition sine qua non aussi quelque part de nos réussites et du fait de tenir dans ces formes d'engagement. Parce que on ne l'a pas dit, mais c'est vrai que dans certaines formes d'engagement, de désolidarisation par rapport à ce qu'on est aujourd'hui, eh bien, c'est très élitiste. N'importe qui ne pourrait pas vivre à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, par exemple. Donc voilà. Donc, comment on apprend en fait de ça et quelles sont aussi les formes de traduction. C'est-à-dire ceux qui sont opérants là-bas, comment ils arrivent à traduire en fait des micro-particules d'essais sociaux, permaculture, etc., et d'en rendre compte dans d'autres dispositifs beaucoup plus normés. C'est-à-dire ma vie aujourd'hui, par exemple, dans une maison, tu vois, dans un quartier plutôt confortable, voilà, avec un salaire, eh bien, comment elle peut être contaminée et constamment questionnée et réajustée vis-à-vis de ces expériences qui sont menées de manière alternative. Le but de ce festival, justement, c'est de se dire que ne serait-ce que dans cette ville, on n'est pas seul et qu'il y a d'autres acteurs dans d'autres villes, dans d'autres pays qui font la même chose et qui sont là pour nous et nous aussi, on est là pour eux et elles. Et je trouve que c'est ça aussi la force de ce qu'on est à peu près en train de faire, c'est d'ouvrir un petit peu ce spectre, d'élargir en fait nos horizons, notre champ de vision, afin qu'on puisse voir cette multitude de petites luttes qui se déroulent en même temps dans d'autres villes ukrainiennes et au-delà aussi. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais. Non, mais effectivement, c'est pour ça. Je pense que c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir recours en fait à un certain nombre d'expériences qui ont été déjà un peu menées. Il y a énormément de réflexions. C'est à la fois effectivement agir, monter des petits ateliers en fait qui testent à la fois les prérogatives de chacun d'entre nous sur notre capacité à coopérer, tu vois, non pas à collaborer, mais à faire plus que simplement passer les plats, en gros, hein, mais se soucier de ce qu'on est vraiment dans nos intelligences individuelles et dans ce souci qu'à un moment donné, apprendre, c'est aussi se soucier de la façon dont l'autre est à la mesure de ce que j'apprends. Hein. C'est un peu tout ça. C'est d'ailleurs ce qu'on essaye de faire, me semble-t-il, dans notre master design et territoire. C'est vraiment, en fait, coopérer et pas collaborer. Quoi, en fait. Et donc, c'est se mettre à l'épreuve de ces présences collectives, non pas pour simplement dégainer des performances individuelles, mais se soucier qu'à un moment donné, on est porté collectivement par le fait oui, d'agir, de comprendre ensemble. Je pense que c'est aussi ça nous donne en quelque sorte aussi une attitude, me semble-t-il, plus prompte à opérer en fait dans le champ professionnel par la suite. À être en capacité critique de refuser certains aspects de la vie professionnelle et d'en construire d'autres. Parce que c'est pas, j'ai pas dit que c'était simple, hein, c'est-à-dire qu'on arrive dans un monde quand même extrêmement encore préformaté dans des places qu'on nous assigne à la fois socialement, économiquement, et il faut être armé pour essayer en gros, de déconduire en fait ces formes qui nous sont préparées pour essayer d'en construire d'autres. Mais c'est largement possible en étant appuyé, par exemple, Oasis. Si je reprends le Oasis, en fait,
c'est une coopérative qui, dedans, ont des expertises multiples en termes de droit foncier, par exemple, en termes, en termes financiers, c'est-à-dire comment on rend concret, par exemple, une économie alternative avec, par exemple, de l'argent, de la monnaie locale. On peut avoir l'envie de le mettre en place, mais si on n'a pas la connaissance, eh bien, il y a voilà, des coopératives qui permettent de venir et de dire, voilà, nous, on a cette expertise, parce qu'on l'a observé dans plein d'endroits différents, et donc on est capable de vous aider. En fait. C'est ça aussi, c'est qu'il faut trouver en fait, aussi des appuis, en fait, des expertises diverses et variées pour rendre concret et viable nos projets. Hein. C'est aussi ça. Est-ce que celles et ceux qui sont présentes aujourd'hui, vous avez des questions, n'hésitez pas à allumer votre micro et poser vos questions de voix haute, soit les mettre aussi dans le chat. Moi, je vais tâcher de les lire. Mais donc, on va essayer de suivre vos actions, Anastasia. C'est évident. Et peut-être qu'effectivement, alors je sais pas si je pourrais être aussi disponible à la fin du workshop, mais on peut imaginer, tu vois, par exemple, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs, on ne va pas l'imaginer, c'est que on va imaginer, alors je ne sais pas si tu es en France à la rentrée au mois de septembre. Tout à fait, tout à fait. Ben voilà, je suis de retour justement juste après le festival. Je rentre chez moi. Donc on va t'inviter à l'école des Beaux-Arts là pour passer une matinée ensemble ou une journée pour qu'on puisse débriefer en fait de cette expérience avec les étudiants du master design et territoire pour évoquer voilà tous les points qu'on a mis un peu en avant et qu'est-ce qu'on tire de cette expérience, tu vois. Et puis comment on pourrait nous-mêmes, tu vois, peut-être relancer une expérience similaire au sein de ce master, tu vois. Et quelle expérience on tire voilà, de tout ça, à la fois dans le groupe qu'on a mis en œuvre, dans les idées, dans les acteurs, dans le fait de relier en fait ces hypothèses avec les pouvoirs publics, par exemple. C'est-à-dire on a attiré quel type de curiosité. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est-à-dire que est-ce que c'était des gens des pouvoirs publics, donc qui étaient sur les questions d'intérêt général? Est-ce que c'est aussi des gens du domaine privé qui tout d'un coup en fait trouvent là en fait des issues aussi assez favorables et qui permettent à partir de prérogatives, on va dire plus formatées, parce que c'est aussi ça, c'est qu'il ne faut pas se contenter de personnes de changer l'esprit de personnes qui ont déjà les mêmes idées que nous, mais d'aller chercher aussi la possibilité de transformer ceux qui sont un peu rétifs et résistants à cette idée de renouveler un peu nos imaginaires. Il faut aller... Donc du coup, voilà, on essaiera de prendre du temps pour tirer les conclusions de tout le travail que vous menez et pourquoi pas de refaire un workshop un peu similaire, hein, Anastasia. Avec plaisir. Je pense qu'il faut viser en fait cette idée-là. Vous l'avez fait en Ukraine, il faut le faire en France et puis croiser en fait nos expériences. Et je crois que voilà, c'est dans ta dynamique qu'on peut imaginer un peu ça. Comme, tu sais bien, tu es la bienvenue pour nous faire des propositions. Merci beaucoup. Merci. Bon, sur ce, on va clôturer ce beau chapitre. Toutes les vidéos seront disponibles sur notre chaîne YouTube d'ici là quelques jours. Je vais renvoyer le lien à tout le monde. Et pareil, je crois que l'école va faire le relais pour toutes les informations et pour notre site où on va remettre voilà, toutes les notes, oui. Toutes les références. Il y aura un petit décalage parce que donc Jade Audouin qui s'occupe de la communication, elle est en vacances. Bien sûr. Mais voilà, dès qu'elle va rentrer, et ben, votre initiative va être relayée sur le portail de l'école. Et puis moi, dès aujourd'hui, là, hein, je vais donc t'envoyer les documents supports qui m'ont servi à travailler ces 3 conférences. Et puis, on vous donnera aussi, hein, si vous en voulez plus, parce que là, j'ai parlé à partir de ma propre chapelle, mais il y a bien évidemment tous les éclairages extrêmement riches de Rachel dans une perspective philosophique qui sont aussi extrêmement stimulantes et qui peuvent
vous apporter voilà, aussi énormément de grains à moudre dans vos actions. Donc, de notre côté, théoriquement, à la rentrée, on va essayer d'avoir un portail Internet pour archiver en fait aussi nos conférences. Donc voilà, tu vois, voilà, c'est cette mise en réseau, à mon avis, et en mouvement qui va être important. Nous, toutes les notes, on les héberge sur une plateforme collaborative qui s'appelle Notion. Donc, c'est pas un vrai site, mais c'est un site collaboratif pour que chacun et chacune puisse le venir et consulter. Voilà, elle est super utilisée en ce moment en France, en Europe et même en Ukraine. Donc, je vais pareil te partager le lien. On partage le lien à tous les intervenants et intervenantes. Voilà, pour qu'ils puissent apporter aussi leurs notes ou corriger, mettre les commentaires, etc. Et pareil, Rachel, tu es plus que bienvenue pour compléter si tu le souhaites. C'est avec un grand plaisir. Merci. Merci beaucoup, Anastasia. On vous souhaite vraiment bon courage. Donc là, il y a encore une grosse semaine, hein, c'est ça, hein, une semaine et demie, oui. On va clôturer vendredi soir. D'accord. Vendredi prochain. On vous souhaite plein d'énergie, plein d'enthousiasme, plein encore de beaux débats pour ces travaux et puis reposez-vous un peu parce que c'est aussi ça, hein, c'est à un moment donné il faut savoir reprendre des forces, hein, se retirer un peu des combats et des luttes pour reprendre un peu de force parce que c'est à partir de l'intégrité personnelle, c'est sa capacité à faire advenir les choses, donc il faut quand même une certaine force. Donc, il faut savoir s'extraire un peu, prendre du repos pour se réengager en fait intellectuellement et physiquement en fait aussi dans tous ces débats. Et on se dit à bientôt. Encore merci pour ton invitation, Anastasia. Merci, Mance. Merci. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.